Bonjour, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est l'exercice 4 du sujet métropole septembre 2019. Voilà, c'est un exercice sur les suites numériques que j'ai légèrement modifié pour qu'il puisse être fait plutôt en début d'année avant le chapitre sur la continuité et aussi pour qu'il y ait un petit algorithme à l'intérieur. Je vous mets le lien avec le sujet modifié dans la description. On y va! Alors, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0,4 par f de x est égal à 2 plus 3x sur 4 plus x. Partie A, on considère la suite u définie par u0 vaut 3, et pour tout entier naturel n, un plus 1, eh bien c'est l'image de un. On vous dit on admet que cette suite est bien définie. Alors pourquoi il y a cette phrase? Il y a cette phrase parce que vous voyez que n plus 1 c'est l'image de un par la fonction f, donc normalement il faut bien que un est une image. Or, la fonction f, elle est définie que sur 0,4. Donc, normalement, il faudrait s'assurer que un est bien toujours compris entre 0 et 4 pour qu'on puisse calculer son image par la fonction f. Voilà. Première question, calculer u1. Alors, on nous a dit qu'un terme était toujours l'image du précédent par la fonction f. Donc, vous aviez l'expression de la fonction f qui était f de x est égal à 2 plus 3x sur 4 plus x. Donc, ça veut dire que u1 qui est f du terme précédent, c'est-à-dire u0, eh bien en fait, je reprends cette expression et je remplace x par u0. Alors u0, il se trouve que dans l'énoncé, on m'a dit que c'était égal à 3. Donc en fait, u1, c'est f de 3. C'est-à-dire 2 plus 3 fois 3 sur 4 plus 3. C'est donc 3 fois 3, 9. 9 et 2, 11. 11 septième. Voilà pour le calcul de U1. Alors, cette expression-là n'a pas à apparaître. Voilà. Donc, U1 est égal à 11 septième. Dans la question 2, on nous demande de montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,4. Alors, pour montrer que f est croissante, en fait, ça veut dire qu'on nous demande les variations de la fonction f. Depuis la classe de première, vous avez un outil qui vous permet de trouver les variations d'une fonction, qui est la dérivée. Donc, il va falloir calculer la dérivée, l'expression de la dérivée de la fonction f, et chercher à savoir si cette dérivée est positive ou négative. Alors, en l'occurrence, on va devoir montrer qu'elle est positive, puisqu'on nous a donné la réponse, on nous a dit montrer que f est croissante. Donc, il faut qu'on arrive à prouver que la dérivée de f est positive sur 0,4. Donc, comment calculer? Est-ce que je peux calculer une dérivée? Pour calculer une dérivée, il faut repérer l'opération principale. L'opération principale, c'est la dernière qu'on est amené à faire si jamais on remplace x par une valeur. Si par exemple, je veux calculer l'image de 1, je vais remplacer x par 1 et je vais faire 2 plus 3 fois 1. Donc, je vais faire d'abord 3 fois 1, je vais rajouter 2. Parallèlement à ça, je vais faire 4 plus 1, ce qui fait 5. Et je vais finir par faire la division du numérateur avec le dénominateur. Ici, l'opération principale, c'est donc une fraction. Quand on a une fraction, il faut vérifier si on a la variable au numérateur et au dénominateur. C'est bien le cas, x. Voilà. Donc ça veut dire que je dois utiliser la formule u sur v, vue en première. Et donc pour dériver une fonction u divisée par une fonction v, eh bien la formule, c'est la dérivée de u fois v moins u fois la dérivée de v, le tout sur v au carré. Voilà. Donc on va rédiger ça. Alors, vous pouvez faire ça, justifier que la fonction est bien dérivable en disant qu'elle est dérivable sur 0,4 en tant que fonction rationnelle définie sur l'intervalle 0,4. Si vous voulez ne pas le mettre un jour de bac, vous pouvez ne pas le mettre un jour de bac, ça ne fera pas partie du barème. Maintenant, si votre objectif c'est d'aller dans des classes préparatoires ou des écoles comme ça, eh bien, on vous apprendra à le mettre après. Donc, autant le mettre dès maintenant. Voilà. Donc ça, je mets entre parenthèses. Hop. Par contre, on va poser u de x est égal à 2 plus 3x et v de x est égal à 4 plus x. On va avoir besoin dans la formule de u' et de v', donc il faut que je connaisse u' de x et v' de x. u' de x, dérivé de 2 plus 3x. Donc pour dériver ça, c'est une somme. Donc je vais devoir dériver 2 et dériver 3x et ajouter les deux dérivées ensemble. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de 3x, c'est 3. Donc finalement, j'obtiens simplement 3. Et v', eh bien v', c'est dérivée de 4 plus dérivée de x. Dérivée de 4, c'est 0. Dérivée de x, c'est 1. Donc v' de x est égal à 1. Maintenant, je vais pouvoir appliquer cette formule.
Donc f' de x égale, donc u', 3 fois v fois 4 plus x, moins u fois v', donc 2x plus 3, 2 plus 3x, pardon, fois 1, le tout sur v au carré, donc 4 plus x au carré. J'ai appliqué la formule, je peux l'effacer. Voilà, hop. Et là, je termine mon calcul. Donc, ça donne 3 fois 4, 12, plus 3x, moins 2 fois 1, donc moins 2, et moins 3x fois 1, donc moins 3x, le tout sur 4 plus x au carré. Je peux annuler les 3x, 3x moins 3x, hop. Et là, je me retrouve avec 12 moins 2, donc 10, sur 4 plus x, le tout au carré. Maintenant que j'ai pu calculer cette expression de dérivée, eh bien, il faut que je trouve son signe. Alors, comme c'est un quotient, je peux trouver le signe en étudiant le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Alors, le numérateur vaut 10, il est donc strictement positif. Au dénominateur, j'ai 4 plus x au carré, qui est un carré, qui ne s'annule pas parce que quand est-ce qu'il serait égal à 0 ce carré? Il serait égal à 0 quand x est égal à moins 4. Or, moins 4 n'est pas dans l'ensemble de définition. Hein. Donc, ici, j'ai un carré qui est également strictement positif. Donc ça, je vais le dire. Et j'en conclurai que f' de x est strictement positif et que donc la fonction f est strictement croissante sur 0,4. On y fait allusion. Or, 10 est strictement positif et pour tout x appartenant à 0,4, 4 plus x au carré est strictement positif. Donc, eh bien, pour tout x appartenant à 0,4, f' de x est strictement positif. Et on va donc conclure que f est croissante sur 0,4. Alors, on aurait pu conclure strictement croissante, mais j'ai mis croissante puisque dans l'énoncé, on me disait croissante. Donc, je ne vais pas chercher à faire plus que l'énoncé. On peut passer à la question 3. Alors, dans la question 3, on nous dit montrer que pour tout entier naturel n, eh bien, 1 est plus petit que n plus 1, qui est plus petit que n, qui est plus petit que 3. Alors ça, normalement, il faut que le raisonnement par récurrence vous vienne tout de suite en tête. C'est vraiment le genre de question très classique qui utilise un raisonnement par récurrence. Alors on l'annonce, puisque là, en particulier, dans la question, ça n'était pas précisé qu'il fallait le faire par récurrence, c'est vous qui choisissez, donc vous devez préciser. Je vais montrer par récurrence que la proposition Pn, cette triple inégalité ici, est vraie pour tout n appartenant à grand N. Passons à l'initialisation. Donc l'initialisation, il s'agit de vérifier si déjà la première propriété qui existe, donc comme c'est n appartenant à grand N, donc c'est pour n égale 0, et bien si la propriété P0 est vraie. La propriété P0 sur un brouillon, si on se l'écrit, c'est que 1 est inférieur ou égal à U0 plus 1, donc est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur ou égal à U0, qui est inférieur ou égal à 3. Donc il faut vérifier ça. Pardon. U0, on l'a dans l'énoncé, U0, c'est 3. U1, vous l'avez calculé dans la question 1. U1, c'est 11 septièmes. Alors, on ne sait pas tellement ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est bien plus petit que 3, puisque 3, c'est 21 septièmes. Donc ici, on va dire, or, on a 1 qui est plus petit que 11 septièmes, qui est plus petit que 3, qui est lui-même plus petit que 3. Alors, vous voyez, là, on a l'impression qu'on dit n'importe quoi, mais on a le droit de dire ça. 3 est bien inférieur ou égal à 3. Donc, finalement, on a bien prouvé que 1 était plus petit que U1, qui était plus petit que U0, qui était lui-même plus petit que 3. Donc, finalement, la propriété P0 est vraie. Ça c'était mon brouillon. Voilà pour l'initialisation. Maintenant, on va passer à l'hérédité. Pour l'hérédité, je vais choisir un n entier naturel au hasard. Pour ce n-là, et seulement pour ce n-là, je vais supposer que Pn est vrai. Mon but va être de prouver que la propriété au rang suivant, c'est-à-dire la propriété Pn plus 1, est encore vraie.
Alors, on fait une petite pause sur Pn plus 1. Pour écrire Pn plus 1, je reprends la propriété Pn ici et je remplace tous les n par des n plus 1. Donc ici, il n'y a pas de n, donc ça reste 1. 1 inférieur ou égal à... Là, par contre, il y a du n. Donc le n va être remplacé par n plus 1. Donc ça va faire u. Et dans l'indice, j'ai n plus 1 à la base. Donc si je remplace n par n plus 1, ça va faire n plus 1 plus 1, ce qui fait n plus 2. Inférieur ou égal à u, je remplace le n par n plus 1, donc n plus 1, inférieur ou égal à 3. Voilà, donc montrons que Pn plus 1 est vrai. Alors on peut partir de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire de ce qu'on a supposé vrai dans notre hérédité. On a supposé que Pn était vrai, donc si je considère ça comme vrai, dans ce cas-là, eh bien, je peux appliquer la fonction f à tous les membres de cette inégalité. Pourquoi ? Parce que tous ces nombres sont compris entre 1 et 3 et que la fonction f, elle est bien définie pour tous ces nombres puisqu'elle était définie sur 0,4, la fonction f. Donc tous ces nombres ont bien une image par la fonction f. Donc je peux appliquer la fonction f, ça va me donner f de 1, à côté je vais avoir f de un plus 1, à côté je vais avoir f de un, et enfin je vais avoir f de 3. Alors pourquoi j'applique cette fonction f ? Parce que je me rends compte que, vous voyez, un plus 1, il faudrait que j'arrive à le transformer en un plus 2. Un, il faudrait que j'arrive à le transformer en un plus 1. Et je sais que le lien entre un terme et le suivant, eh bien, c'est que le suivant, c'est l'image du terme précédent. Donc ça veut dire que si je prends l'image de un plus 1, ce que je viens de faire ici, je vais retomber sur un plus 2, que si je prends l'image de un, que je viens de faire ici, je vais retomber sur un plus 1, donc j'aurai refabriqué exactement ça. La question, c'est quand j'applique une fonction f, est-ce que je dois garder l'essence des inégalités ou est-ce que je dois les changer ? Ce qui décide de ça, c'est si la fonction f est croissante ou décroissante. Si la fonction f est croissante, quand vous avez des nombres rangés dans un certain ordre, les images vont être rangées dans le même ordre. Puisque si vous avez une fonction f qui est croissante, si vous avez des nombres qui sont rangés dans cet ordre-là, du plus petit au plus grand, comme la fonction est croissante, eh bien, les images sont à nouveau rangées dans le même ordre. C'est-à-dire que le plus petit nombre a la plus petite image, le plus grand nombre a la plus grande image. Donc finalement, ici, la fonction f, on a déjà montré qu'elle était croissante, donc ça veut dire que je peux conserver le sens ici. Alors par contre, il faut le dire, car f est croissante sur 0,4. Voilà. Si vous ne donnez pas cet argument, un jour de bac, vous perdez des points. Que ce soit très clair, dans les consignes, on se dit, on regarde si l'élève a mis ça. Si oui, on met des points, sinon on en retient. Donc, f de 1, f de 1 va falloir le calculer. Alors la fonction f, je vous rappelle, c'était 2 plus 3x sur 4 plus x, donc ça va faire 2 plus 3 fois 1 sur 4 plus 1. Ensuite, f de un plus 1, donc l'image de un plus 1, ça nous donne le terme suivant, c'est-à-dire un plus 2. F de un, donc l'image de un, par définition de la suite, c'est un plus 1. Et ici, on a f de 3. Alors f de 3, souvenez-vous, on l'a déjà calculé, parce que quand on a fait la toute première question, u0 valait 3, et donc pour calculer u1, on avait déjà calculé f de 3. On avait vu que c'était 11 septième. Donc, alors ici, on a 2 plus 3, ça fait 5 divisé par 5. La fraction vaut donc 1. On a un plus 2, plus petit qu'un plus 1. Et là, on a plus petit que 11 septième. La question, c'est est-ce que quand on est plus petit que 11 septième, on est bien plus petit que 3 ? Eh bien oui, on a déjà vu tout à l'heure que 11 septième était plus petit que 3, parce qu'on avait dit que 3, si on le met en septième, c'est 21 septième. Donc 11 septième est plus petit que 3. Donc finalement, on a prouvé que Pn plus 1 était vrai à partir du moment où Pn était vrai. On a donc prouvé l'hérédité. On peut donc conclure, conclusion, cette propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N. Donc pour tout n appartenant à grand N, je peux écrire que 1 est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que un, qui est plus petit que
3. Voilà pour cette récurrence. À savoir faire, elle est vraiment essentielle et extrêmement classique. Question 4a. Montrer que la suite U est convergente. Alors cette question, elle arrive juste après la fameuse récurrence où on a prouvé ça. On va donc se resservir de cette inégalité ici parce qu'on le sent venir. Eh bien, on va nous demander d'utiliser, on nous a demandé de montrer qu'elle était convergente, mais on ne nous a pas demandé la limite, de trouver la limite. Donc en fait, on doit utiliser un théorème qui va nous montrer que ça converge, mais peut-être qu'on n'aura pas la limite tout de suite. Et quand on a ce genre d'inégalité au-dessus, il faut vraiment que ça vous mette la puce à l'oreille. C'est-à-dire que là, vous avez démontré deux choses. Vous avez démontré que la suite U était bornée par 1 et 3, et aussi que la suite U était décroissante, puisque vous voyez, pour tout n, UN plus 1 est plus petit que UN. Donc ça doit vous faire penser au théorème qui dit que toute suite décroissante et minorée convergent. Et donc on aura prouvé la convergence de U. Donc je vais reprendre les arguments qui sont inscrits là-dedans en les extrayant pour avoir vraiment l'argument de décroissance et de minoration. Premier argument, pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 est plus petit que UN. Donc, je peux en déduire que la suite U est décroissante. Donc, premier point. Ensuite, il faudrait que j'arrive à prouver qu'elle est minorée pour dire que, du coup, elle doit converger. Ce que l'on a aussi prouvé, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, vous aviez 1 qui était plus petit que UN plus 1, qui était plus petit que UN. Bon, ça, il y a plein d'infos là-dedans, mais si j'efface ça, quand vous avez 1 qui est plus petit que UN plus 1 qui est plus petit que UN, ça veut tout simplement dire que 1 est plus petit que UN, finalement. Donc, ça veut dire que la suite U est minorée par 1. Donc, U est minorée par 1. Or, tout de suite, décroissante et minorée convergent, donc la suite U converge. Si je suis suffisamment à l'aise, je peux en rajouter un petit peu en disant vers un réel, petit l, et comme la suite était bornée par 1 et 3, eh bien petit l, c'est forcément un nombre qui est compris entre 1 et 3. Attention, votre suite pourrait ne jamais être égale à 1 et la limite pourrait quand même être 1. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Voilà. Donc si la suite est bornée par 1 et 3, forcément, s'il y a limite, elle sera comprise entre 1 et 3. Question 4b. Alors la question 4b, je l'ai un petit peu modifiée pour que vous puissiez la faire en début d'année de première, sans utiliser les théorèmes que vous pourrez voir un petit peu plus tard, comme les théorèmes du point fixe. Voilà, donc je l'ai modifié, c'est-à-dire que j'ai dit on admet que la limite vérifie cette égalité. Dans le sujet original, il fallait montrer que la limite vérifiait cette égalité-là. Voilà. Donc pour montrer que la limite vérifie cette égalité, il faudrait faire appel à un théorème du point fixe, qu'on ne va pas voir ici du coup. Donc on admet qu'elle vérifie l'égalité qui est là, déterminer la valeur de la limite petit l. Alors, on vient de vous dire que petit l vérifiait cette égalité, donc c'est pas pour rien. Donc vérifier cette égalité, ça veut dire que petit l est solution de cette équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à résoudre cette équation. Pour résoudre une équation où vous avez l'inconnu au numérateur et au dénominateur, le principe, ça va être ici de remonter le dénominateur. Comme ça, déjà, il n'y aura plus d'inconnu au numérateur et au dénominateur. Donc, je vais multiplier par 4 plus L. Ça me donne 4 plus L, facteur de L, est égal à 2 plus 3L. Je développe, ça me donne 4L plus L au carré est égal à 2 plus 3L. Vous êtes en terminale, reconnaître ici une équation du second degré. Il y a des L au carré, il y a des L et il y a une constante. Pour résoudre une équation du second degré, il faut obtenir 0 dans l'un des deux membres pour avoir un polynôme du second degré qui vaut 0. Et ça, on saura déterminer les racines du polynôme, on saura quand est-ce qu'il vaut 0. On aura trouvé les solutions de l'équation. Ça nous donne L au carré plus 4L. Ensuite, 3L, je transpose, donc moins 3L
égale 2. Ce qui est équivalent à dire que L au carré, alors 4L moins 3L, donc ça fait plus L. Je peux transposer aussi 2, hein, donc moins 2 égale 0. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Donc je me retrouve avec cette équation du second degré ici. Et donc il faut que je trouve les solutions. Pour trouver les solutions de cette équation, vous pouvez tout à fait faire le discriminant sur ce polynôme du second degré. Delta est égal à b au carré moins 4ac, etc., etc. Vous pouvez aussi remarquer, donc je vais faire plutôt cette méthode, puisque celle du discriminant, j'imagine que vous allez y arriver, vous devez trouver à la fin moins 2 et 1. Donc vous allez faire un delta, b carré, donc ça va faire 1, moins 4 fois 1 fois moins 2, etc. Ça fera 9, etc. Si jamais vous repérez ici qu'il y a des racines évidentes, par exemple, je me rends compte que si je remplace L par 1, eh bien, ça va me faire 1 au carré, plus 1, 2, moins 2, 0. Donc vous avez une première racine qui est 1. Je vous rappelle qu'après, vous avez des petites formules qui permettent de trouver les autres racines. Par exemple, on sait que le produit des racines, x1 fois x2, propriété vue en première, voilà pourquoi je les réutilise, pour que vous investissiez un petit peu, eh bien c'est égal à c sur a dans un polynôme du second degré. Alors c, c'est ce coefficient, et a, c'est le coefficient qui est devant. Donc ça veut dire que le produit des racines ici est censé faire moins 2 sur 1. Donc ça veut dire que nous, on en connaît déjà une, 1. Si je la multiplie par une autre racine que je cherche, donc x2, il faut que ça me donne moins 2 sur 1. Donc il faut que ça me donne moins 2. Bon, ça veut dire que x2, c'est tout simplement moins 2. Et effectivement, on se rend compte que si on remplace par moins 2, ça va faire moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 2, 2, moins 2, 0. Donc finalement, vous pouvez factoriser ce polynôme en disant que c'est L moins la première racine, L moins 1, facteur de L moins la deuxième racine, donc moins 2, donc plus 2, égale 0. Sinon, tout simplement, vous donnez les racines en disant que ce sont des racines évidentes, vous pouvez aussi. Donc ça, c'est équivalent à dire que L est égal à 1, U, L est égal à moins 2. Encore une fois, si vous ne vous souvenez pas de toutes ces petites propriétés dont je viens de parler, vous pouvez tout à fait utiliser le discriminant, delta, etc. Donc on a deux solutions pour cette équation. Ça veut dire qu'on a deux candidats pour être la limite de notre suite, 1 et moins 2. Mais ce qu'on a vu, c'était que la suite était minorée par 1. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas se rapprocher de moins 2. C'est-à-dire, or, U est minorée par 1. Donc, L égale moins 2 est impossible. Donc, U converge vers 1. Voilà pour cette question 4b. Alors la question 4b, c'est moi qui l'ai rajoutée pour qu'il y ait un petit peu d'algorithme. Recopier et compléter le programme suivant afin qu'il affiche le premier rang à partir duquel UN est inférieur ou égal à 1,1. Alors première chose à comprendre, c'est que la suite converge vers 1. Et qu'elle est, je vous rappelle, décroissante. Donc ça veut dire que la suite, elle va approcher 1. Alors je ne sais pas réellement comment, mais on peut imaginer que voilà, petit à petit, ça se rapproche de 1. Et donc une des questions assez logiques à se poser, c'est si je me fixe un réel supérieur à 1, ici par exemple 1,1, eh bien à partir de quel rang, eh bien les termes de la suite sont inférieurs à 1,1. C'est une question sur un seuil. Donc la technique, ça va être de prendre le premier terme, regarder s'il est plus grand qu'1,1. Si ce n'est pas le cas, on calcule le deuxième. On vérifie s'il est plus grand qu'1,1. S'il est plus petit qu'1,1. Si ce n'est pas le cas, on calcule le suivant. On vérifie s'il est plus petit qu'1,1. Si ce n'est pas le cas, on calcule le suivant. Voilà. Donc tant que le terme est supérieur à 1,1, eh bien, je vais calculer le suivant. Voilà, donc je vais compléter. Donc l'idée, c'est au départ, il faut que j'ai le premier terme. Alors le premier terme, il s'appelle U0 et il vaut 3. Donc dans
la case mémoire U, je vais mettre 3, et dans N, je vais mettre 0. Tant que ce qu'il y a dans la case U, c'est-à-dire tant que le terme de la suite que je viens de calculer, donc tant que U est supérieur à 1,1 strictement, attention, les virgules se notent avec un point dans Python, eh bien, il faut que je calcule le nouveau terme de la suite. Alors, le nouveau terme de la suite, comment il se calcule? Je vous rappelle que UN plus 1, c'est 2 plus 3UN sur 4 plus UN. Bon, donc, en fait, pour calculer le nouveau terme de la suite, il faut que je fasse 2 plus 3 fois l'ancien terme divisé par 4 plus l'ancien terme. Donc, l'ancien terme, c'est simplement U. En fait, vous pouvez effacer ici vos indices et ça vous donne votre formule. U égale, donc 2 plus 3 fois U. Alors attention, dans Python, les calculs s'écrivent en ligne. Il n'y a pas cette notion de quotient comme ça. Donc il faut des parenthèses pour dire que tout le résultat de 2 plus 3 fois U, fois, je vous rappelle, ça se note avec une étoile, divisé par tout le résultat de 4 plus U, eh bien, va être stocké dans U. Ensuite, pour N, je dois le faire évoluer, puisque vous voyez les indices, au début l'indice valait 0, mais après je veux qu'il soit égal à 1, après je veux qu'il soit égal à 2, puis à 3, puis à 4, etc. Donc je vais prendre l'indice où on en était, et je vais rajouter 1, donc N plus 1. Donc tant que U est supérieur à 1,1, eh bien je vais calculer le nouveau U, et je vais faire avancer l'indice de 1. Et à la fin, je vais demander d'afficher l'indice. J'efface juste pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Hop, voilà ce qui doit figurer sur votre copie. Les erreurs qu'on voit souvent, c'est le sens ici. Attention, while veut dire tant que. Donc on continue tant que c'était supérieur à 1,1 pour que ça s'arrête au moment où on devient inférieur ou égal à 1,1, comme le demandait l'énoncé. Ça nous amène à la partie B. Partie B, on considère la suite V définie par V0 est égal à 0,1 et pour tout entier naturel n, Vn plus 1 c'est f de Vn. Alors pour rappel, la fonction f c'est la même qu'avant. Donc en fait, vous voyez, vous avez exactement la même définition que la fonction u. Un plus 1 est égal à f de un. Et bien maintenant, Vn plus 1 est égal à f de Vn également. Quelle est la différence entre ces deux suites? Eh bien c'est le premier terme. V0 vaut 0,1. Et le but de cet exercice, c'est de vous montrer que quand U0 valait 3, on obtenait une suite décroissante qui convergeait vers 1, et que quand V0 vaut 0,1, on obtient une suite qui est croissante et qui va également converger vers 1. Donc là, j'ai mis bonus à la question 1. C'est moi pour le contrôle, mais en réalité, elle n'était pas bonus. Le jour du bac, il y avait bel et bien cette question. On donne un annexe à rendre avec la copie la courbe représentative CF de la fonction f, de la droite D d'équation y égale x, placée sur l'axe des abscisses, par construction géométrique. C'est ça qui est très important. Les termes V1, V2 et V3 sur l'annexe à rendre avec la copie. Et ensuite, on fera des conjectures. Donc déjà, on va essayer de placer V1, V2 et V3 sur la courbe qui est ici. Alors, je vous explique le principe. Je ne vais pas le faire proprement parce que je ne vais pas écrire sur mon écran. Voilà. Le principe, c'est de construire sur l'axe des abscisses les termes de la suite. V0, V1, V2, V3, par construction géométrique. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de prendre sa calculatrice, de calculer la valeur de V1, la valeur de V2, la valeur de V3 et venir les placer sur l'axe des abscisses. Ça ne sera pas pris en compte. Donc en fait, il faut qu'on voit des traits de construction. L'idée, c'est quoi? C'est déjà de placer V0. V0, ça vaut 0,1. Donc à 0,1, vous placez ici V0. Alors, prenez une couleur. En général, ça passe un peu mieux. Donc V0 ici en 0,1. Ensuite, pour construire le terme suivant, V1 sur l'axe des abscisses, eh bien l'idée, ça faut que vous sachiez le faire, c'est une méthode qui est connue, que vous avez vue en première, eh bien c'est qu'il faut calculer déjà l'image normalement de V0, puisque on sait que V1 en fait n'est rien d'autre que f de V0. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher sur la courbe représentative de f, eh bien le point qui a pour abscisse V0. Donc je vais jusqu'à CF, je repère que c'est ce point-là de la courbe qui a pour abscisse V0, et donc ça veut dire que l'ordonnée du point, c'est l'image de V0, c'est-à-dire c'est V1. Donc ici, je me retrouve avec V1 sur l'axe des ordonnées. Le problème, c'est qu'on m'a demandé de construire V1 sur l'axe des abscisses et pas sur l'axe des ordonnées.
Donc il va falloir que je construise V1 sur l'axe des abscisses, mais toujours pareil, sans lire sur l'axe des abscisses. Donc il faut que je fasse des constructions avec ma règle. L'idée, ça va être ici d'utiliser la fameuse droite D qui pour l'instant ne nous a pas servi. Donc c'est de venir sur la droite D chercher le point qui a pour ordonnée V1. Parce que cette droite D, son équation, je vous rappelle, c'est Y égale X. Ce qui veut dire que sur cette droite, tous les points ont leur Y égale à leur X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, j'ai V1 en ordonnée, si ce point a V1 en ordonnée, ça veut dire qu'il a également V1 en abscisse. Donc je viens chercher son abscisse, et je sais qu'ici, sur l'axe des abscisses, se trouve V1. Voilà l'idée. Alors on me demandait aussi de construire V2 et V3. Donc je vais construire V2 de la même manière. C'est-à-dire que V2, c'est l'image de V1 par la fonction f. Donc ça veut dire que je remonte sur la courbe représentative de la fonction, que le point qui se trouve sur la courbe représentative de la fonction, je sais que son ordonnée, c'est censé être V2. Donc pour l'avoir sur l'axe des abscisses, je vais aller chercher le point de la droite D qui avait pour ordonnée V2. Et s'il avait pour ordonnée V2, comme sur cette droite, les points ont même abscisse, même ordonnée, s'il avait pour ordonnée V2, c'est également qu'il a pour abscisse V2. Voilà. Et donc je crois qu'on nous en demandait un troisième. Je vérifie tout de suite en même temps. V1, V2, V3. Donc on recommence pour V3. V3, c'est l'image de V2 par la fonction f. Donc de V2, je remonte jusqu'à la courbe CF. Je reviens sur la droite et je redescends. Et je me retrouve avec V3. Alors vous voyez, là, j'ai dessiné à la main la courbe, etc. Donc peut-être que vous ne trouvez pas exactement ça, mais la méthode, en tout cas, c'est celle-là. Et ça permet surtout de faire des conjectures, puisque la fin de la question, c'était quelle conjecture peut-on formuler sur le sens de variation et le comportement de la suite quand n tend vers plus l'infini? Alors le sens de variation, eh bien ici, on va conjecturer que la suite V semble croissante, puisque vous voyez, V0 est plus petit que V1, qui est plus petit que V2, qui est plus petit que V3. Donc ça, on peut le préciser. On peut dire V0 plus petit que V1, plus petit que V2, plus petit que V3. Donc, la suite V semble croissante. Et ensuite, le comportement lorsque n tend vers plus infini, en réalité, on est en train de vous parler de la limite. Eh bien, si on se rend compte qu'en zoomant, en fait, tout va se passer systématiquement, la construction, autour de ce point-là. C'est-à-dire que tout va venir s'approcher de plus en plus. Ce qui veut dire qu'on peut conjecturer que la suite V, eh bien ici, les termes vont se rapprocher de 1, ne le dépasseront jamais. Et donc ici, on peut conjecturer que la suite V a pour limite 1. De plus, V semble converger vers 1. Voilà, et je répète une dernière fois, il faut absolument connaître cette méthode et il faut absolument mettre les traits de construction sur la figure, sinon vous n'avez aucun point. Question 2a. Montrer que pour tout entier naturel n, 1 moins Vn plus 1 peut s'écrire sous cette forme-là. Donc ça, c'est une question de calcul, il faut vraiment savoir faire. Il n'y a pas de difficulté par rapport à la classe de terminale. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous auriez pu faire dès la première. Alors, mener un calcul, eh bien, ça s'apprend. Voilà, c'est pas inné. Il faut savoir observer les choses. Donc, il faut savoir observer le résultat auquel vous voulez arriver pour vous y mener. Donc, le but, c'est de démontrer que 1 moins Vn plus 1, eh bien, ça vaut ça. Donc, il faut observer. Déjà, dans ce qu'on observe, là, on a Vn plus 1. Là, il n'y a plus Vn plus 1. Donc, dans un premier temps, on se dit, je vais essayer d'enlever Vn plus 1 pour faire apparaître des Vn. Et ça tombe bien, puisque on m'a dit que Vn plus 1, c'était l'image de Vn par la fonction f. Donc, je vais reprendre la fonction f, et je vais dire que Vn plus 1 n'est autre que l'image de Vn par cette fonction. Donc, finalement, ça donne 1 moins, et donc Vn plus 1, c'est l'image de Vn par cette fonction. Donc, je vais écrire l'image de Vn par cette fonction. Donc, 2 plus 3 fois Vn sur 4 plus Vn. Donc, 2 plus 3 fois Vn sur 4 plus
Vn. Voilà, très bien, on est content, sauf que bah, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc là, je m'aperçois qu'ici, j'ai un produit, que là, pour l'instant, moi, j'ai une soustraction. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des remarques qu'il faut vous faire. Donc, ça veut dire que il va falloir que j'applique une technique pour que ce soit plus une soustraction de mon opération principale, mais que ce soit une multiplication. Et ça, c'est à force de faire des calculs qu'on le sait, c'est en mettant au même dénominateur, eh bien, on transforme tout ce qui est soustraction ou addition en un quotient déjà, donc en une division. Et on sait que les divisions, bah, on est assez proche des multiplications. Donc, on va partir dans cette direction-là. 1, je vais donc le mettre au même dénominateur. Je vais donc dire que 1, en fait, c'est 4 plus Vn sur 4 plus Vn, moins 2 plus 3Vn sur 4 plus Vn. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je peux écrire une seule grande fraction, 4 plus Vn. Et au numérateur, je me retrouve avec 4 plus Vn. Et attention, là j'ai un moins devant la fraction, donc le moins va s'appliquer à tout le numérateur. Ça va donner moins 2, moins 3Vn. Ce qui donne 4 moins 2, 2. Vn moins 3Vn, moins 2Vn. Le tout sur 4 plus Vn. Quand j'en suis là, j'observe ici ce qu'on m'a demandé. On m'a demandé ici d'avoir 1 moins Vn qui soit sorti de la fraction. Alors attention, c'est une multiplication. Donc à tout moment, le 1 moins Vn, je peux le multiplier avec le numérateur. Ça donnerait quoi d'ailleurs? Ça donnerait 2 fois 1 et 2 fois moins Vn. Donc ça donnerait 2 moins 2Vn, ce qui est exactement ce que j'ai là. Donc ici, il faut que vous ayez l'œil pour vous dire, ah mais en fait le numérateur, je peux factoriser par 2. Donc ça donne 2 facteurs de 1 moins Vn, en effet 2 fois 1, 2, 2 fois moins Vn, moins 2Vn, sur 4 plus Vn. Et quand vous en êtes là, il faut être suffisamment à l'aise en calcul pour dire qu'en fait, quand j'ai une multiplication au numérateur, je peux descendre l'un des deux facteurs de la fraction, le mettre à côté. Puisque quand vous multipliez une fraction par un nombre, ça revient à multiplier le numérateur. Donc ça marche dans l'autre sens. Donc ça, je peux tout à fait l'écrire ici sur le côté. Donc je vais terminer ici sur le côté. Hop, donc c'est à la suite de ça là. Égale 2 sur 4 plus Vn. Le tout multiplié par ce qu'il y avait au numérateur à côté, 1 moins Vn. Voilà. Donc il faut vraiment savoir mener un calcul. Et pour mener un calcul, il faut savoir ce que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire. Il faut connaître les techniques de base, c'est-à-dire comment, quand j'ai une addition, une soustraction, je peux fabriquer une division. Savoir que les divisions, finalement, c'est proche des multiplications. On vous l'a toujours dit, on vous a toujours dit diviser, c'est multiplier par l'inverse d'un nombre, etc. Donc voilà. Et ensuite, il faut savoir observer le résultat pour se laisser guider un petit peu à la manière d'une carte sur laquelle, une fois que vous avez avancé pendant 10 minutes pendant une randonnée, vous regardez votre carte pour voir si vous êtes toujours dans la bonne direction. Et bien ça, c'est votre carte. Ça vous dit où vous devez aller. Donc systématiquement, quand vous ne savez plus où aller, quand vous êtes bloqué dans un calcul, vous regardez le résultat que vous voulez et comme ça, ça vous redonne un petit peu la direction à suivre. Question 2b. Montrer par récurrence, alors là on nous précise bien cette fois-ci, que pour tout entier naturel n, 1 moins Vn, compris entre 0 et 1 demi à la puissance n. Donc on annonce, je vais montrer par récurrence que Pn, qui est cette proposition, est vrai pour tout n appartenant à grand N. On commence du coup par l'initialisation. Donc l'initialisation, c'est vérifier que la propriété est vraie pour le tout premier n considéré. Comme ici n appartient à grand N, le tout premier n, c'est n égale 0. Donc je cherche à savoir, si je m'écris sur mon brouillon, si 0 est bien plus petit que 1 moins V0, et si c'est bien plus petit que 1 demi à la puissance 0. Alors 1 demi à la puissance 0, on va chercher à savoir ce que ça vaut, et 1 moins V0, on va chercher à savoir ce que ça vaut. Alors 1 moins V0 déjà. V0, je vous rappelle, l'énoncé nous a dit que ça valait 0,1. Donc ça fait 1 moins 0,1, ce qui vaut 0,9.
Et on sait aussi que 1 demi à la puissance 0, comme n'importe quel nombre à la puissance 0, sauf 0 puissance 0, bien sûr, mais ça vaut 1. Et donc, eh bien, on a bien que ce nombre, 0,9, donc 1 moins V0, est coincé entre 0 et 1 demi à la puissance 0, puisque 0,9 est bien compris entre 0 et 1. Donc, P0 est vrai. J'efface ça, ça n'a rien à faire sur votre copie. Hop, on peut passer à l'hérédité. Je choisis au hasard un entier n appartenant à grand N. Je suppose que eh bien, Pn est vrai pour ce n-là, sous-entendu. Montrons que Pn plus 1, alors Pn plus 1, il faut savoir l'écrire. Je remplace tous les n par dn plus 1. C'est-à-dire que 0 est plus petit que 1 moins Vn plus 1. Ah, tiens, 1 moins Vn plus 1, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à la question d'avant. On m'avait demandé d'exprimer 1 moins Vn plus 1 en fonction de Vn. Est plus petit que 1 demi à la puissance n devient n plus 1. Donc, montrons que Pn plus 1 est vrai. Voilà. Je vais effacer au-dessus, histoire d'avoir un petit peu de place, et on va démarrer. Alors, il y a plusieurs manières de mener cette hérédité. Je vais vous en exposer une. L'idée, de toute façon, c'est d'utiliser la question précédente, c'est-à-dire d'utiliser le fait que 1 moins Vn plus 1, vous avez montré que c'était 2 sur 4 plus Vn, facteur de 1 moins Vn. Et oui, en effet, c'est pas un hasard si on vous a fait exprimer ça en fonction de Vn, et surtout ici, où on voit apparaître 1 moins Vn qui est ici. Donc en fait, ça fait un espèce de lien entre Pn, on voit qu'il y a du 1 moins Vn, et Pn plus 1, où on voit qu'il y a du 1 moins Vn plus 1 ici. Donc on se dit que le 1 moins Vn qui est ici, en le multipliant par 2 sur 4 plus Vn, donc partout, eh bien au milieu, on va obtenir ça fois 2 sur 4 plus Vn, donc on obtiendra ça. Et donc en fait, on pourra dire que c'est 1 moins Vn plus 1. Donc ça, c'est vraiment l'étape de base. Donc on va partir de l'hypothèse qu'on a fait dans cette récurrence, donc l'hypothèse de récurrence, qui est que 1 moins Vn est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n. Donc, je vais pouvoir multiplier par 2 sur 4 plus Vn. Alors, il va falloir que je m'assure que ce nombre-là est bien un nombre qui est positif au moment où je multiplie, parce que si je multiplie par un nombre positif, je ne change pas le sens. Si je multiplie par un nombre négatif, je change les sens. Donc, il va falloir que je vérifie ça. Alors, si je multiplie 0 par ce nombre, eh bien, ça reste 0. Par contre, au milieu, je me retrouve avec 2 sur 4 plus Vn fois 1 moins Vn. Et dans le membre de droite, je me retrouve avec 1 demi à la puissance n fois 2 sur 4 plus Vn. Alors là, on a un premier problème qui est comment justifier que ce nombre-là, par lequel je viens de multiplier, eh bien, était un nombre qui était positif et que donc je n'ai pas changé les sens. Voilà. Donc ça, il faut le justifier. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, je vous en montre une. Ça va être de montrer que Vn, finalement, est un nombre positif et que ça va me donner 2 divisé par 4 plus un nombre positif, c'est-à-dire 2 divisé par un nombre positif, et que du coup, la fraction est positive. Alors, comment montrer que Vn ici est positif? Alors, une manière de faire, ça va être de prouver que Vn est positif, en utilisant, par exemple, cette relation-là. On pourrait aussi utiliser la fonction f avec un tableau de variation, prouver que f était quand x appartient à 0,4, et bien que les images par f sont toutes positives. Voilà. Sinon, on peut repartir de ça. Moi, je vais plutôt m'attarder là-dessus. Donc, si je repars de ce que j'ai supposé ici, j'ai supposé que 1 moins Vn
était inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Alors attention, je n'ai pas dit que c'était vrai tout le temps, j'ai dit que c'était vrai pour celui où j'avais supposé que cette inégalité était vraie. Donc, eh bien, si je transpose Vn et que je transpose 1 demi à la puissance n, j'obtiens que 1 moins 1 demi à la puissance n est inférieur ou égal finalement à Vn. Donc j'ai que Vn est supérieur à ce nombre. Maintenant, si j'arrive à prouver que ce nombre est positif, eh bien c'est gagné. Or, pour tout n appartenant à grand N, eh bien je sais que 1 demi à la puissance n, c'est un nombre qui est inférieur ou égal à 1. Donc ça, c'est un résultat des suites géométriques. C'est-à-dire que c'est une suite géométrique c'est les termes d'une suite géométrique de raison 1 demi, donc une suite décroissante, qui a pour premier terme 1 demi à la puissance 0, qui vaut 1. Donc en fait, il y a le premier terme qui vaut 1, après ça fait 1 demi, 1 quart, 1 huitième, etc. Donc c'est plus petit que 1. De ça, je peux en conclure que, eh bien, si je transpose 1 demi à la puissance n, j'obtiens 0 à gauche, et j'obtiens 1 moins 1 demi à la puissance n à droite. J'ai donc que 1 moins 1 demi à la puissance n est positif, et donc ça veut dire que comme Vn était plus grand que 1 moins 1 demi à la puissance n, et bien ça veut dire que Vn est plus grand également que 0, donc Vn est positif. Donc Vn est positif. Alors attention à ne pas marquer que Vn est positif pour tout n appartenant à grand N, puisqu'en réalité ici on a utilisé l'hypothèse qui est là, qu'on a supposé vraie, que pour le n qu'on a choisi dans l'hérédité. Donc en tout cas, le Vn, à cette étape-là, on a prouvé qu'il était positif. On en déduit que, eh bien, si on lui rajoute 4, eh bien, ce calcul devient strictement positif, puisque un nombre positif, si vous lui rajoutez 4, c'est un nombre qui devient du coup plus grand que 4. S'il est plus grand que 4, il est strictement positif. Et donc, eh bien, 2 sur 4 plus Vn est strictement plus grand que 0. J'avais donc le droit de multiplier par ce nombre sans changer le sens. Voilà. Où est-ce que ça m'amène? Donc on ferme la parenthèse. Voilà, donc ça, faut que ça figure sur votre copie. Après, si vous ne le mettez pas, il y a des chances pour que vous ayez quand même tous les points. Mais normalement, il faut que ça figure sur votre copie. Le fait que vous avez multiplié par un nombre positif, vous avez justifié. Donc, on repart de là. On obtient que 0 est plus petit que ça. On a reconstruit 1 moins Vn plus 1, ce qu'on voulait. Plus petit que. Et on se retrouve avec ça. 2 sur 4 plus Vn fois 1 demi à la puissance n. Alors ça, c'est ce qu'on voulait. C'est dans Pn plus 1. Par contre, ici, on voulait 1 demi à la puissance n plus 1. Alors pour l'instant, on a 1 demi à la puissance n fois ce bloc-là. L'idée, ça va être de prouver que ce bloc-là, c'est pas 1 demi, malheureusement. Si c'était égal à 1 demi, ce serait super. Parce que ça ferait 1 demi fois 1 demi à la puissance n, donc ça ferait 1 demi à la puissance n plus 1. Sauf que, en fait, c'est pas égal à 1 demi. Par contre, si j'arrive à prouver que certes, c'est pas égal à 1 demi, mais qu'en fait, c'est plus petit que 1 demi, eh bien, ça voudra dire que ce calcul-là donnera un résultat plus petit que si j'avais mis 1 demi à la place. Donc, ce sera plus petit que 1 demi fois 1 demi à la puissance n, et donc ce sera plus petit que 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, mon but, ça va être de prouver que ce nombre-là est plus petit que 1 demi. Alors, j'efface parce qu'à cette étape-là, ça ne doit pas figurer sur votre copie. Mais l'idée, c'est celle-là. J'efface au-dessus et je recopie tout simplement cette ligne-là ici pour l'avoir sous les yeux et pour pouvoir maintenant l'effacer. Alors, pourquoi est-ce que ce bloc-là serait plus petit que 1 demi? On a déjà prouvé que pour le n qu'on a considéré, Vn était positif. Alors, vous voyez, j'écris pas pour tout n, parce que en fait, je l'avais montré que pour le n qu'on avait posé dans l'hérédité. Donc, or, Vn est positif. Donc, 4 plus Vn, eh bien, c'est quelque chose qui est plus grand que 4. Vous voyez l'idée, en fait, si Vn est positif, ça veut dire que le dénominateur, il va être plus grand que 4. Or, cette fraction ici, donc ça fera 2 sur quelque chose de plus grand que 4. Donc, ce sera plus petit que si j'avais eu 2 simplement sur 4.
Voilà. Si je divise par un nombre plus grand que 4, j'obtiens un nombre plus petit que si j'avais simplement divisé par 4. Or, quand on divise simplement par 4, ça fait 2 sur 4, ça fait un demi. Donc en fait, cette fraction, elle est plus petite qu'un demi. C'est ça l'idée. Donc on va le prouver proprement. Donc une fois que j'ai ça, je vais passer à l'inverse. Je vais dire donc, l'inverse de 4 plus Vn est plus petit que l'inverse de 4. Effectivement, quand on passe à l'inverse, il faut changer le sens parce que la fonction inverse est une fonction qui est décroissante sur R plus étoile. Et enfin, je multiplie par 2. Donc, 2 sur 4 plus Vn inférieur ou égal à 2 sur 4. J'ai multiplié par un nombre positif, je n'ai donc pas changé le sens. Donc, j'ai prouvé que 2 sur 4 plus Vn était plus petit que 1 demi. Donc ça veut dire que tout ça, c'est plus petit que 1 demi fois 1 demi à la puissance n. Donc 0 est plus petit que 1 moins Vn plus 1, qui est plus petit que 1 demi fois 1 demi à la puissance n. Donc, eh bien, là on arrive sur la fin. 0 est plus petit que 1 moins Vn plus 1, qui est plus petit que 1 demi à la puissance n plus 1. Donc je suis parti de Pn, j'ai réussi à prouver Pn plus 1. Je peux passer à la conclusion, qui est que pour tout n appartenant à grand n, eh bien 1 moins Vn est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n. Ça permet de passer à la dernière question, qui est la suite V converge-t-elle? Si oui, précisez sa limite. Alors, d'après la question B de B, vous venez de prouver qu'on a ça. Donc, il y a une manière de voir les choses. Alors, soit vous faites directement un théorème des gendarmes ici, vous trouvez la limite de 1 moins Vn. Alors, théorème des gendarmes, il faut y penser. Quand on vous demande une limite et qu'on vient de vous faire montrer une inégalité avec la suite concernée juste avant, il faut y penser, d'autant plus quand dans un côté vous avez un demi à la puissance n, où on sait calculer rapidement la limite de 1 demi à la puissance n, puisque 1 demi est compris entre moins 1 et 1 strictement. Eh bien, vous avez le théorème de votre cours qui vous dit que la limite de 1 demi à la puissance n, c'est 0. Donc, vous allez avoir de ce côté-là une suite qui tend vers 0, de l'autre côté, vous avez une suite qui est constante égale à 0. Donc, le théorème des gendarmes vous dit que la limite de 1 moins Vn est égale à 0. Si vous avez que la limite de 1 moins Vn est égale à 0, vous pouvez en conclure que la limite de Vn, du coup, était forcément égale à 1. Autre manière de faire, c'est de manipuler cette inégalité pour avoir Vn tout seul au milieu et faire un théorème des gendarmes dessus. Alors, si on veut faire ça, eh bien, il va falloir retirer 1 partout dans cette inégalité. Donc, on va avoir moins 1. Alors, je vais mettre un pour tout n quand même. Ou alors, je décale un petit peu le donc. Donc, on va avoir moins 1 plus petit que, je retire 1 ici, donc ça va faire disparaître le 1 qui est là, donc moins Vn, plus petit que moins 1 plus 1 demi à la puissance n. Ensuite, j'aimerais bien ne plus avoir le moins, je vais multiplier tout le monde par moins 1, mais ça va avoir pour effet de changer les sens. Donc moins 1 multiplié par moins 1, j'obtiens 1. Moins 1 multiplié par moins Vn, j'obtiens Vn. Et je multiplie tout ça par moins 1, donc moins 1 multiplié par moins 1, je vais obtenir 1. Et moins 1 multiplié par 1 demi à la puissance n, j'obtiens moins 1 demi à la puissance n. Voilà, il se trouve que 1 est fixe, et il va falloir que je montre que cette suite ici tend vers 1 également. Je pourrais utiliser le théorème des gendarmes pour dire que V non seulement converge, mais qu'en plus je connais sa limite qui vaut 1. On va dire, or, on doit préciser 1 demi à la puissance n, je dois préciser que 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 1 demi à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de 1 moins 1 demi à la puissance n, c'est 1 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, on peut en conclure que la limite
de Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. Et donc ça vient bien confirmer la conjecture qu'on avait pu faire avant. Voilà, on en a fini avec ce sujet. Donc vous voyez, il y a la question avec la dernière récurrence qui n'est pas simple, mais c'est un sujet de bac, donc ça peut tomber, il faut s'entraîner, il faut savoir faire toutes les questions calculatoires et les petites questions comme ça pour aller gratter le plus de points possible. À bientôt!